Jean, merci d'être avec nous. Te présenter, c'est difficile, tout le monde te connaît. Tu fais partie des spécialistes les plus acérés du système de santé. Tu as été vraiment au cœur de, de- de beaucoup de choses et beaucoup de transformations dans le système, en particulier en tant que directeur des hôpitaux pendant une période. Et puis tu as un regard également qui est extrêmement intéressant parce que tu as croisé des expériences au CNAM. Tu as pu également apporter un certain nombre de remarques, de points de vue sur ce qui se passe dans le système en tant que tel, mais aussi dans la société. Et les chroniques que tu fais et que je reçois régulièrement sont toujours passionnantes. Et je crois que je vous engage à les lire parce qu'il y a vraiment, Dans Le Point, dans le journal Le Point. Dans Le Point, oui, j'aurais dû préciser. Donc aujourd'hui, on ne parle pas des chroniques, on va parler de la santé à vif. Et je vais te passer tout de suite la parole pour que tu puisses nous éclairer sur ce que tu penses du système de santé, de son évolution, et puis de cette répartition que tu as fait par mots, que je trouve assez forte, et qui va montrer qu'il y a souvent des doubles sens dans les mots, et que dans ces mots valises se cachent quelquefois, comme disait le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je crois que c'est aussi ce qui fait qu'on a de plus en plus de difficultés dans le système de santé. Je te passe tout de suite la parole. Bien, merci Olivier, merci Germain qui est à la technique et qui a contribué à organiser ce café. Merci vraiment à tous les deux. Oui, par où commencer? Comme certains ou même beaucoup d'entre vous le savent, voilà, ça fait exactement 52 ans que je m'intéresse à ce sujet. Donc, je me suis demandé comment je pouvais écrire un testament intellectuel sans que ça soit trop ennuyeux, et écrire et comment écrire. Alors, le comment m'est venu assez vite à la suite de la remarque suivante, c'est-à-dire que quand vous regardez les 30 années ou dernières années de politique de santé, qui sont pour beaucoup d'entre nous très présentes, on peut dire sans caricaturer que, en fait, on n'a jamais parlé, les politiques n'ont jamais parlé d'organisation des soins. En fait, il y a un seul sujet qui a été l'objet de campagne électorale, c'est le mode de financement de l'assurance maladie, certes, mais le remboursement. Donc, y compris d'ailleurs les campagnes du président Macron sur le remboursement des appareils auditifs, des lunettes, des soins dentaires. Mais vous voyez qu'on ne parle jamais d'organisation de la médecine libérale, on ne parle jamais de l'organisation de l'hôpital, et les discours politiques sont étouffés par ce que j'appelle les mots du bien. Alors les mots du bien, c'est prévention, elle est toujours efficace, les infirmières sont toujours dévouées, l'égalité, alors bien entendu, il faut réduire les inégalités de santé parce que c'est un scandale. Mais on n'explique jamais comment faire, et on évite les mots qui font mal et qui sont pourtant nécessaires, qui s'appellent pouvoir, argent, rationnement, etc. Donc j'ai organisé le livre, en fait, il y a un continuum en deux parties, une partie plutôt santé publique et une partie plutôt organisation des soins, avec deux ou trois sujets centraux. Dont le premier qui n'est pas le premier chapitre, qui est bien entendu le sujet économique et par lequel je vais peut-être commencer, qui est de faire deux remarques d'une très très grande simplicité. Pour des raisons éthiques, le marché ne fonctionne pas dans le domaine des soins. Alors pour des raisons éthiques, un exemple caricatural, mais simple, on ne va pas mettre les greffons de rein ou de foie ou de cœur aux enchères et offrir le rein, le foie, le morceau de foie et le cœur aux plus offrants. Donc, on n'est pas dans un système d'économie, on n'est pas dans un système d'économie de marché, et on l'est d'autant moins que il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que quand quelqu'un se sent malade,
cette personne ne demande pas de se faire opérer. Il ne demande pas un examen de radio, il demande d'aller mieux. Donc la demande, elle est transformée par le ou les médecins qui, recevant cette personne, donc on voit bien que l'ajustement entre la demande et l'offre est quelque chose de difficile, surtout que la manière dont la demande se traduira en acte, elle va varier d'un médecin à l'autre. Alors, je ne parle pas uniquement de la santé mentale, où il y a des variations considérables d'un psychiatre à l'autre, mais même dans d'autres domaines, on voit bien que cette transformation du mal-être du patient en soins, elle va dépendre curieusement de l'offre, c'est-à-dire que, par exemple, selon que l'on a ou pas accès à un scanner, eh bien, on va prescrire un scan, alors que dans beaucoup de cas, et surtout autrefois, voilà, comme me disait un de mes collaborateurs qui allait voir à l'hôpital, il attendait un examen de médecine nucléaire et, comme avait dit le service, en attendant, on lui faisait des radios, des examens de biologie dont l'utilité était tout à fait discutable. Donc, on voit bien que l'économie de marché ne marchant pas, il y a une seule autre manière de répartir l'argent. Ce sont les mécanismes de rationnement. Alors ça, vous connaissez ma thèse, je vais y passer très brièvement. En fait, tout est rationné dans le système de santé. Les médecins s'appellent numerus clausus, les infirmières aussi. Autorisation pour les lits hospitaliers, autorisation de mise sur le marché pour les médicaments, autorisation pour les pharmacies. Donc un rationnement à la fois physique et financier, ça s'appelle l'ONDAM. Je ne vais pas insister. Alors revenons au début sur les mots du bien. Donc la politique de santé, elle est étouffée par le bien. Elle est étouffée par et ce bien est en général infondé. Alors je vais être caricatural, ce que je sais être, mais bon, le premier mot qui est positif, c'est le progrès, et je commence par quelque chose qui m'a intéressé, par décrire ce qu'étaient les soins dans un hôpital d'Alsace à la fin du 19e siècle. Et j'ai choisi l'Alsace parce que, comme mon nom n'indique pas, une de mes grand-mères était alsacienne. En 1887, à l'hôpital d'Héricourt, il y avait 3 sœurs diaconesses, qui étaient un ordre protestant, comme vous le savez, pour 40 grabataires. Et la première chose qu'elles demandaient, c'est que le matelas de leur pauvre grabataire, qui était en algues séchées, en varech, soit en crâne de cheval, et c'était pour elles un vrai progrès. Donc, le chirurgien venait avec ces instruments parce que les outils des sœurs étaient émoussés, disait-il. Et 30% des dépenses en 1903 de cette institution, c'était pour l'achat du vin, parce que les sœurs trouvaient et les sœurs se plaignaient de la qualité inégale de soins. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé et qui est vraiment positif, qui est le progrès dont il est utile de rappeler l'importance. En revanche, dans les mots du bien, il y a la confusion entre santé et médecine. Je rappelle que la santé, ce n'est pas la médecine et la médecine n'est pas la santé, que la santé s'est améliorée en Occident bien avant que la médecine soit efficace, puisque l'impact de la médecine sur la santé commence à être positif en gros en 1945. Et quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ça en 69-70, l'impact était de 10%. Il augmente certes, mais voilà. Alors, par ailleurs, la prévention, donc on vous dit toujours qu'il faut prévenir plutôt que guérir, et les hommes politiques vous disent, bien entendu, la prévention va diminuer les dépenses de santé, c'est totalement faux. Parce qu'à supposer que la prévention soit efficace, les gens vont vivre plus vieux, et comme la vie est une maladie sexuellement transmissible 100% mortelle, si vous ne mourrez pas de cancer du poumon, vous allez mourir d'autre chose 5 ans plus tard, parce qu'en gros, la différence d'espérance de vie est de 5 ans. Donc, le problème de l'efficacité économique de la prévention est très discutable et totalement empirique, c'est-à-dire qu'il y a des domaines
où la prévention, quand elle est efficace, ce qui n'est pas toujours le cas, on va y revenir, augmente les dépenses de santé, ce qui est le cas du tabagique. Donc, les tabagiques meurent 5 ans plus tôt que les non-tabagiques et coûtent moins cher à l'assurance maladie. Mais le breton que je suis vous dira que pour les alcooliques, c'est l'inverse. Les alcooliques meurent aussi 5 ans plus tôt, mais coûtent plus cher, pour l'assurance maladie. Donc de penser que la prévention va, qui est à peu près dans toutes les déclarations de tous les partis politiques, que la prévention va permettre de diminuer les dépenses de santé, c'est simplement infondé. Par ailleurs, à part l'éducation pour la santé, la prévention, et on a bien vu ça au moment de l'épidémie, la prévention est liberticide. Donc le sujet, donc il est interdit de fumer, il faut porter un masque, il faut faire moins d'1 kilomètre autour de la maison, il faut porter la ceinture de sécurité, etc., etc. Donc, on voit bien que l'usage de ce mot, d'ailleurs, il est tel qu'il ne veut rien dire. Parce qu'en général, quand on parle de prévention, on confond l'éducation pour la santé, pour laquelle je suis. Mais on voit bien qu'il y a une bonne partie de la population qui passe au travers. Donc, le dépistage, dans certains cas, pour lequel je suis aussi, mais le cancer du sein le dépistage du cancer du sein a été très étudié. On voit bien que la moitié de la population, on n'arrive jamais à l'atteindre. Comment fait-on? Est-ce qu'on oblige les gens à se faire dépister? Donc on voit bien qu'il y a toute une série de mots incantatoires ou de croyances qui sont parfaitement fondées dans l'opinion et qui pourtant sont infondées. Alors, par ailleurs, et je ne vais pas en parler juste seulement en dire 2 mots, il y a un chapitre que j'ai appelé complexité pour parler de nutrition. Comme vous le savez, on a un gros problème collectif en Occident, c'est que le nombre d'obèses et de gens surpoids augmente, le nombre d'obèses augmente, et il augmente en France, ce qui est très inquiétant chez les jeunes, chez les moins de 10 ans. Enfin, bon, alors, que sait-on de la nutrition? Pas grand-chose. Que peut-on faire? Pas grand-chose non plus. Est-ce qu'il faut le faire? La réponse est oui, sûrement. Si on peut éviter un diabète ou un surpoids, c'est formidable. Mais voilà. Alors, par ailleurs, un autre mot, et je change de sujet, ce qui s'est passé en Occident, c'est la médicalisation du destin et la manière dont la médecine, et je vais vous citer, je dépasse mon temps, mais je m'arrêterai à 9 heures. Voilà, une phrase de Pierre Desproges, qui est d'une violence assez inouïe, qui dit les choses suivantes: les médecins debout du haut de leur superbe paradent tous les jours dans tous les mouroirs pauvres de l'assistance publique, poursuivis par le zèle gluant d'un troupeau de sous-médecins serviles qui leur collent au stéthoscope comme un troupeau de mouches à merde sur une blouse diplômée. Et les médecins debout paradent au pied des lits des pauvres qui sont couchés, qui vont mourir. Et les médecins leur jettent à la gueule, sans les voir, des mots gréco-latins que les pauvres couchés ne comprennent jamais. Et les pauvres couchés n'osent pas déranger pour ne pas déranger le médecin debout qui pue la science et qui cache sa propre peur de la mort en distribuant sans sourciller cette sentence définitive et ses antibiotiques approximatifs. Comme un pape au balcon dispersant la parole et le sirop de Dieu sur le monde à ses pieds. Alors fais gaffe, Toubib, j'ai piégé mes métastases. Le premier qui touche à mon cancer, je lui saute à la gueule. Transit Gloria Mundi. Tout ceci pour vous dire que l'hôpital est un lieu de violence. L'hôpital est un endroit où 52% de la population meurt. Et si on rajoute les EHPAD, bien entendu, on passe de 50 à pratiquement 80% de la population. Alors derrière ça, il y a, comme vous le savez, ce bon sentiment partagé par tous qui dit qu'il faut dire la vérité aux malades. Ambroise Paré disait il vaut mieux un espoir incertain qu'un désespoir qu'il l'est. Et vous savez que on utilise dans le domaine de la santé non pas la notion de demande, mais la notion de besoin, qui est une notion qui n'a aucun sens. Alors, comme vous le savez, la notion de besoin n'existe que dans une théorie, qui est la théorie de Maslow, qui est sur la hiérarchie des besoins, chose qui est enseignée dans les écoles d'infirmières notamment, qui est une théorie de psychosociale, qui est une théorie ridicule, qui dit que on ne peut être pleinement homme que si on est
nourrit que si on a des amis, etc. Et tout ça n'a pas de sens parce que ça éviterait, enfin, ou ça empêcherait qu'il y ait des gens qui soient héroïques, dans les camps de concentration notamment. Et on sait que, heureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, par ailleurs, donc, je m'avance et je termine en parlant essentiellement de deux autres sujets. Celui de la médecine libérale. Donc, comme vous le savez, la médecine libérale est un mot de combat utilisé par la profession médicale après le vote de la loi de 1925. Et que quand vous regardez la position de la CSMF historique sur les principes de la médecine libérale, vous voyez qu'ils n'ont pas bougé depuis 1930, puisque c'est là où commencent les choses sérieuses avec la création des nomenclatures, la NGAP, etc., secteur 1, secteur 2. Alors, c'est pas comme ça que ça s'appelait à l'époque, mais c'est des tarifs opposables, tarifs de prestation. Et il y a déjà, en 1999, j'avais repris le mot du président de la CSMF de l'époque et comparé au président de 1927, les mots n'avaient pas changé du tout. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la situation dramatique dans laquelle on est, elle est en partie due à la profession, et elle est en partie due à la profession parce qu'il ne faut pas avoir de mémoire pour ne pas se souvenir que c'est la profession qui a créé le MICA, qui a demandé de limiter le numerus clausus, et que la limitation du numerus clausus à 3500, c'était vraiment scandaleux, alors que la démographie française, avec la génération du baby-boom, pouvait laisser prévoir que la demande de soins et de prise en charge de la génération du baby-boom augmenterait avec l'âge. Comme vous savez, en politique sociale, il y a 3 âges importants. Hein. Il y a l'âge de la retraite, dont je ne vais pas parler. Il y a 70 ans, qui est l'âge moyen à l'hôpital. Donc, l'hôpital, c'est une affaire de vieux. Hein. Hôpital et clinique, bien entendu. Et 83-85 ans, qui est l'âge de la dépendance. Or, la génération du baby-boom, elle va avoir 83 ans. Elle commence en 47, hein, en 2030. Est-ce qu'on est prêt à les prendre en charge? La réponse est absolument pas du tout. Alors, donc, à force de se battre sur les paiements à l'acte, on est dans la situation actuelle qui est une situation sans issue, qui est le gouvernement a l'impression d'être charitable en passant de 25 à 26,50 €. Bon, alors en plus, c'est assez intéressant de voir que la personne qui gère cette crise est la personne qui, à mon avis, est en partie à l'origine de la crise, et qui est au pouvoir depuis une vingtaine d'années, et dont les idées originales dans ce domaine sont assez limitées. Moi, je propose depuis très longtemps qu'on étudie sérieusement en France un système à la capitation, non pas pour l'imposer, mais pour le proposer. Donc, je suis allé voir les médecins conseils, les directeurs de la CAM, ils ont écouté, faites une bibliographie sérieuse, faites des simulations, et on sait que c'est quand même plus noble d'être payé quand on est médecin généraliste pour prendre en charge des malades que pour faire des actes, et surtout quand l'acte est à ce prix ridicule qui est le prix actuel. Donc, alors, la médecine libérale telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est particulièrement mal adaptée à l'évolution de la médecine mondiale. Bon, alors ça, vous m'avez entendu parler souvent, mais comme vous le savez, la médecine mondiale évolue en se spécialisant. Donc, quand je suis né, il y avait des chirurgiens. Puis, dans les années 70, il y a eu des orthopédistes. Puis, aujourd'hui, il n'y a plus d'orthopédistes. Il y a des spécialistes de la main, du genou, de l'épaule, etc. Et donc, cette évolution mondiale conduit à une concentration des soins hospitaliers dans quelques centres. Et on a bien vu avec la crise Covid que la lâcheté des ministres successifs n'a pas fermé les hôpitaux et a conduit à ce qu'il manque du personnel dans les services de réanimation, notamment. Donc vous savez que les élus défendent avec ardeur des hôpitaux dans lesquels en général ils ne se font pas soigner. Donc tout ça, on voit ce qui se passe à Nevers par exemple en ce moment, enfin bon bref, tout ça n'est pas étonnant et tout ça est prévisible. Mais vous savez, en France, on a 3000 institutions hospitalières. En Allemagne, il y en a 2000, alors que les Allemands sont 25% plus nombreux que nous. Si on était américain, on en aurait 1000. Si on était anglais, il y en aurait 600. Et si on était suédois, il y en aurait 350. Mais déjà 600,
ça veut dire 6 hôpitaux et cliniques par département, c'est beaucoup, hein. Donc, vous voyez bien qu'on a une carte hospitalière qui est basée sur la population d'indigents en 1941 et que tout ça est totalement inadapté à la situation actuelle. Alors, quelques mots sur l'hôpital pour dire que, bien entendu, à l'hôpital se passent des luttes de pouvoir, que ces luttes de pouvoir, derrière, c'est des sources de légitimité, et qu'il y a un conflit entre la légitimité de l'institution, la légitimité de l'État, la légitimité de l'assurance maladie, la légitimité des syndicats, et bien entendu, la légitimité du savoir, ou des savoirs, parce qu'on voit bien que les infirmières, notamment, essayent de bâtir leur légitimité sur un savoir propre, et qu'en ce qui concerne les médecins, il y a toujours eu un conflit plus ou moins virulent entre les cliniciens et les gens de la santé publique, pour une raison épistémologique d'ailleurs. C'est que leur unité d'analyse n'est pas la même. C'est-à-dire que les médecins cliniciens traitent des personnes, les gens de la santé publique s'intéressent à des populations, et que la manière de voir, à mon avis, des conséquences. Donc l'hôpital est un lieu de pouvoir, un lieu de conflit, et la manière dont la France a résolu ce problème, elle est unique au monde et totalement inadaptée. Parce que le pouvoir à l'hôpital, il est corporatiste et bureaucratique. Alors, il est corporatiste parce qu'en France, on élit le président de la CME, et il est bureaucratique parce que le directeur, il est nommé par l'État. En fait, la grande évolution de ces 50 dernières années de l'hôpital en France, c'est l'entrée de l'État dans la gestion hospitalière. Donc l'État y est rentré par les nominations de directeurs, il est rentré par les nominations de médecins. Quand vous dites à un étranger que le cardiologue de l'hôpital d'Avignon, il est nommé par un bureau à Paris, et il se dit ça marche ton truc, je dis oui mais c'est très cher. Donc c'est fou. Donc on a un système bureaucratique et corporatiste, alors que le bon système dans le monde entier, il est institutionnel. C'est-à-dire que le pouvoir, ce n'est pas l'État, c'est l'institution. Et donc, prenons un exemple positif, l'hôpital Saint-Joseph ou l'Institut Montsouris à Paris ou l'hôpital Foch, prenons les non lucratifs, où il y a donc une indépendance entre l'institution et ces institutions que je viens de nommer, et l'État, et donc un véritable dialogue. Le médecin-chef de tous les hôpitaux du monde entier, il n'est pas élu, il est nommé par l'institution. Alors bien entendu, les médecins de l'institution ont le droit d'avoir un syndicat, d'avoir des intérêts défendus, mais ce qui prime, c'est l'institution qui permet ce dialogue entre l'État et éventuellement l'assurance maladie et l'institution. Or l'État, il est dans cette affaire juge et partie, et comme en plus il n'a confiance en personne, il rajoute des normes, des règles dont la plupart sont inadaptées, dont beaucoup sont contradictoires. Et donc, il est clair pour dire tout de suite une de mes recommandations. Je suis pour qu'on adapte à l'hôpital public le statut des centres de lutte contre le cancer, c'est-à-dire propriété de l'État à droit privé. Donc, je suis contre le titre 4 de la fonction publique hospitalière, qui a beaucoup plus d'inconvénients, et on voit bien les avantages de la fin du droit public. Regardez par exemple au Louvre. Vous n'entendez plus parler de grève au Louvre, tout simplement parce que le Louvre est devenu un établissement public et les gardiens sont devenus des gens de droit privé. Moi, l'un d'entre vous, que je ne nommerai pas, me disait en parlant de son hôpital, écoute Jean, si j'avais vraiment le pouvoir, je licencerais, quel que soit le prix, au moins 13 ou 14 chefs de service. Bref, beaucoup. Donc, on voit bien qu'on est paralysé par ces règles et que ce que je propose n'est pas même évoqué par les partis de droite, pour dire les choses assez simplement. Et un candidat malheureux à la présidence de la République il y a 5 ans me disait, écoute, on en avait parlé, écoutez, la raison est assez simple. La raison pour laquelle les partis politiques ne parlent pas de ces questions-là, c'est que les commissions santé des partis politiques, c'est la somme des lobbies.
Donc le lobby de l'industrie pharmaceutique, le lobby des syndicats hospitaliers, des médecins libéraux, des associations de malades. Et comme leurs demandes sont contradictoires, tout le monde s'arrange pour que rien ne se passe. Alors il y a quelques nuances entre les partis de gauche et les partis de droite. Voilà. Alors ensuite, et j'aurais terminé ou presque, donc vous voyez que le système actuel est stable. Alors pourquoi le système est stable? Pour une raison assez simple de sciences politiques que deux de mes amis, l'un anglais et l'autre américain, ont évoqué en 3 mots: idée, institution, intérêt. Alors, il est très rare qu'une idée conduise à la création d'une institution. Donc François Ier a créé le Collège de France, Richelieu a créé l'Académie française, Monsieur Larocque a créé le système moderne de sécurité sociale. Donc, une fois que l'institution est créée, elle crée des intérêts. Et ces intérêts sont suffisamment puissants, en général, pour contrebattre les idées nouvelles. Donc, les systèmes sont stables parce qu'il est très rare qu'il y ait une idée nouvelle qui puisse balancer l'importance des intérêts existants. Alors, 2 mots simplement sur la qualité, pour vous dire que la qualité, c'est comme la culture. En santé, hein. Moins on en fait, plus on l'étale, donc vous verrez ce que j'en dis. Et quant à l'égalité, vous voyez que les partis politiques, et notamment le parti de gauche, voire d'extrême gauche, disent c'est scandaleux les différences d'espérance de vie, ce qui est vrai, entre les classes sociales, mais on ne voit pas comment on pourrait, sauf dans un État totalitaire, mais même dans un État totalitaire, contraindre les gens à ne pas boire, à ne pas fumer et avoir des comportements entre guillemets sains. Et donc, vous voyez qu'il y a une dégradation de la notion d'égalité, c'est-à-dire entre l'égalité pour la santé, il y a le problème d'accès égal ou équitable à la médecine, on sait tous ce qu'il en est, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a l'égalité entre la contribution financière et les soins qu'on pourrait recevoir. Et la seule égalité qui existe et à laquelle j'ai contribué avec quelques-uns d'entre vous, c'est quand même que les hôpitaux et les cliniques soient à peu près, reçoivent à peu près les mêmes quantités d'argent quand ils soignent les mêmes malades. Bon, alors, comme vous savez, ce n'est pas vrai pour les différences entre le public et le privé dans ce domaine. Alors, je terminerai par l'incapacité. Alors, bon, vous voyez que le livre commence par progrès. Il se termine par innovation, donc vous voyez qu'il y a un changement de mot, mais que malheureusement l'État en France est très inadapté pour gérer les innovations, que la gestion de l'innovation, elle passe par une gestion contradictoire et permanente des nomenclatures. Donc les nomenclatures d'actes, à commencer par la consultation, ce qui est normal que la consultation soit au même prix, quel que soit l'âge du médecin, que ça soit une première fois ou pas une première fois, etc. etc. Bon. Mais toutes les nomenclatures techniques, je vous rappelle qu'à la CCM, il y a 6000 actes. Si on rajoute les actes des GHM ou GHS, il y en a en gros 3000. Et qu'il n'y a pas de débat contradictoire, c'est-à-dire que l'ATIH se réveille dans le courant d'année en donnant la classification et les tarifs, alors qu'il est évident qu'il faut que les parties prenantes, c'est-à-dire les industriels, les sociétés savantes, etc., puissent débattre avec les gens en charge de ces dossiers. Or, ces gens en charge de ces dossiers, qui sont tout à fait respectables, sont simplement pas assez nombreux. Et il y a un directeur de l'adresse qui est parti il y a quelques années, qui disait que, je crois que c'est vrai, qu'au rythme actuel, on en a pour 300 ans. Donc vous voyez que l'État est à la fois présent, omniprésent, paralysé et incapable. Voilà, à vous la parole. Quant à l'espoir, donc j'ai dit quelques mots sur la réforme de la médecine libérale. Je suis pour qu'on étudie et que l'on propose la capitation. Je suis pour la réforme de l'hôpital et je suis pour la généralisation des réseaux de soins, c'est-à-dire que tous les Français aient le droit de s'affilier à un réseau de soins. Et parce que le problème de la spécialisation en ville, c'est bien entendu la coordination de la prise en charge. Juste pour terminer sur un exemple personnel, donc j'ai eu la chance
entre guillemets, que l'on découvre que j'avais besoin de 4 ponteuses coronaires. Donc ça, j'ai fait ça au mois de septembre. Ensuite, je suis allé dans une institution faire de la rééducation en ville et au bout de 3 semaines, le directeur de cette institution qui avait remarqué que j'étais un archevêque, donc me voir, il me dit, mais alors comment ça va? J'ai dit que c'était très bien, je vous remercie beaucoup, vous avez très bien soigné mon cœur, mais moi pas du tout. Donc au centre de rééducation, on me faisait pédaler, on me prenait 3 fois ma tension, enfin bref, tout ça, ça allait très bien. Simplement, j'avais 2 problèmes qui étaient, j'avais très mal, parce que, comme m'a dit un chirurgien, on t'a pas assez serré le thorax. Donc effectivement, avant que ça se cicatrise, ça fait mal. Et puis j'avais des problèmes urinaires enfin, assez classiques post-opératoires. Là, je l'ai réglé par un coup de téléphone à un neurologue. Et quant à l'autre, j'ai pris mon mal en patience, sachant que ce directeur de centre de cardio m'a dit, mais écoutez, on a un contact avec un anesthésiste dans un hôpital parisien. Enfin bref. Donc vous voyez que voilà, la nature des problèmes liés à la technique et liée à la spécialisation est très très mal prise en compte, que la conception de la médecine libérale des années 1930 est tout à fait inadaptée, et comme l'est la structure hospitalière. J'ai dépassé très largement mon quart d'heure. À vous. Merci beaucoup, Jean. Je crois qu'on s'est fait aujourd'hui, on s'est fait beaucoup d'amis. Mais je pense que c'est salutaire de décaper un peu de temps en temps parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans l'exercice auquel tu viens de te livrer, c'est qu'en fin de compte, tu cristallises un certain nombre de choses qui sont dites par tous les acteurs, mais sur lesquelles on n'a pas une voix forte. Ce qui fait que quand on discute justement de ces compétences avec l'administration centrale, on met des mois à obtenir des rendez-vous pour avoir des propos qui sont généralement dilatoires. Quand on discute d'innovation, on a la bouche pleine de confiseries au niveau politique, mais on s'aperçoit que le CSIS, que les PLFSS les uns après les autres font en sorte de ne pas mettre à disposition les innovations qui peuvent arriver sur le plan soit organisationnel, soit sur le plan technologique. Quand on regarde la problématique de la convention, si on prend la problématique de la convention, on est sur un jeu de dupes quand même qui est un jeu de dupes assez fort, avec, et c'est vrai que les oreilles ont dû lui siffler, avec en fin de compte une méthode de négociation qui a été une méthode de négociation à la Bonaparte. On n'était pas sur une négociation entre partenaires responsables, on était sur une négociation où, en gros, mais c'était déjà le cas avec le PLFSS, en d'autres temps, quand c'était les mêmes personnes qui étaient au pouvoir, en gros, on vous donne 80 articles d'un texte de loi à analyser en 2 jours en vous demandant, en appelant ça réunion de concertation. Mais parce que la loi est folle. La loi Touraine, quand vous la lisez, elle est complètement folle. C'est-à-dire qu'on met aujourd'hui à l'échelon législatif ce que de mon temps, on ne mettait même pas à l'échelon d'un décret. Donc, voilà. Donc, c'est un système très très lourd. Enfin, bref. Alors, on a ce système législatif qui est très lourd, et puis ensuite, on a tous les textes d'application qui arrivent. Enfin voilà, donc cet exercice quand tu disais la santé à vif, Oui. je trouve que c'est bien, c'est-à-dire cet exercice de papier de verre qu'on met un peu sur les plaies torpides. J'espère que nos politiques sortiront de cette hypocrisie croisée entre la gauche et la droite pour faire un jour un vrai aggiornamento sur ce qui s'est passé depuis... Tu parlais de 1930 pour la convention, enfin pour la déclaration de la charte de la CSMF, mais on peut remonter aussi à 1958 avec les ordonnances de Bray. Et en ce qui concerne la gestion de l'hôpital et de la... Ce qui est fascinant sur les ordonnances de 58, c'est qu'il y a un discours de Robert Debré donné à Rennes, donc à l'école de santé publique en 1973, où il propose de réformer sa réforme. Pour moi, c'est quelqu'un d'honnête. Enfin voilà, donc on va passer à la séance des questions-réponses. Vous savez que vous pouvez poser une question en agitant votre petite main. Vous avez une icône en haut qui est lever la main. Nous prenons les questions dans l'ordre qui se présente et bien entendu, vous vous présentez, vous dites en quelle qualité vous parlez parce que tout le monde ne se connaît pas.
Alors, on a une question de Nicolas Leblanc. Nicolas, vous pouvez mettre votre caméra quand vous posez la question. Bonjour Olivier, bonjour Jean-Nicolas Leblanc. Donc moi je suis ancien conseiller du groupe VID, maintenant directeur médical chez Livy France et président du syndicat national des médecins de santé publique. J'ai beaucoup apprécié votre réflexion, Jean, et on a eu l'occasion d'écrire ensemble au CIRIEC là-dessus sur l'approche santé publique et l'approche populationnelle et individuelle. Moi, la question que je me pose, c'est que vous avez brossé le système tel qu'il est bloqué depuis quasiment un siècle. Aujourd'hui, on a des changements, je l'ai écrit dans la conversation, il y a des changements de culture, il y a des changements technologiques, il y a un émiettement des partis politiques, il y a un émiettement des syndicats de professionnels de santé avec des guerres picrocolines qu'on peut voir aussi à l'occasion de la convention. Dans 10 ans, tout ça ce ne seront plus les mêmes générations qui seront aux manettes. Est-ce que finalement, toutes ces crispations actuelles ne sont pas les répliques d'un monde qui est en train de se finir et quels seraient les leviers, à votre avis, qui permettraient d'accélérer le passage en sortant du cadre? Moi, je vois au Danemark, les politiques hospitalières des années 2000 ont permis un renouveau. Dans les pays scandinaves, en tout cas, les contrats entre les professionnels de santé, les villes, les hôpitaux et l'État ont permis de passer certains caps. Et puis, deuxième question, c'est que sur les déterminants de santé, on sent très bien que 70% des déterminants de santé sont hors le soin. Et c'est un angle mort des politiques publiques. Un angle mort des politiques publiques, ça peut être le logement, ça peut être l'emploi, ça peut être l'éducation, vous en avez parlé. Là-dessus, comment peut-on aussi agir pour éviter de mettre en souffrance un système de soins là où la préservation de la santé peut largement être, en tout cas, envisagée par d'autres moyens que simplement le soin? Merci Nicolas. Jean? Alors, effectivement, quand on regarde, et vous avez tout à fait raison d'évoquer le Danemark, mais d'autres petits pays, j'en ai parlé, j'ai une amie néerlando-américaine qui s'appelle Kike Okma, qui depuis une trentaine d'années analyse l'évolution des systèmes de santé dans les petits pays, entre guillemets, dont le Danemark, Singapour, enfin bref, le Chili. Et c'est tout à fait fascinant de voir effectivement ce qui se passe dans ces pays, mais ce sont des pays où on parle du fond des choses. Vous voyez que la raison pour laquelle, à 78 ans, où j'ai vraiment rien à attendre de personne, sauf de vous tous et de l'image que je laisserai, vous voyez bien que tout ça est étouffé sous la bien-pensance. Donc il faut sortir de la bien-pensance. Il faut sortir de la bien-pensance et il faut dire, écoutez, effectivement, on peut réformer le système de soins, on peut transformer la pratique de la médecine. Et alors, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est en fait ce qui changera, c'est l'évolution capitalistique. Donc, on a déjà des réseaux en biologie. On commence à avoir des réseaux en soins dentaires. On va avoir des boîtes privées qui vont s'intéresser à la médecine libérale. Et c'est ça qui va changer les choses. Alors, la déliquescence de l'hôpital, la question de savoir jusqu'où on descend avant de remonter. Donc, il y a un moment où on finit par remonter, où il y a quelqu'un comme... Parce que Robert Debré, c'est 58, mais la réforme de 58, elle n'a été possible que grâce à un homme extraordinaire qui, à l'époque, était jeune conseiller au cabinet de Mendès France, qui après a eu le prix Nobel de médecine pour avoir découvert les groupes HLA. Mais c'est lui qui a réuni à Caen un groupe de jeunes médecins et qui ont conçu la réforme de 58. Alors ensuite, ils étaient assez d'accord sur ce qu'il fallait faire. Donc une fois qu'il y a un consensus et que Olivier et Germain et son équipe pourraient contribuer à fabriquer, mais vous savez, Sénèque disait, et c'est le marin qui parle, là, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc aujourd'hui, on est pris dans la tempête et on n'a pas de destination. Ce que j'essaye, ce à quoi je m'efforce de contribuer, c'est bien ça. Alors
le sujet que vous avez évoqué, qui me passionne aussi, donc j'avais montré avec mon collègue Picheral, géographe de la santé de Montpellier, grand et créateur de la géographie de la santé en France, qu'en France, le niveau d'espérance de vie, il est corrélé au niveau d'éducation des femmes. Donc, quand vous avez eu la chance d'avoir une mère éduquée, ce qui était mon cas, vous avez plus de chances de vivre plus longtemps parce que votre mère éduquée va vous apprendre un minimum de choses sur comment manger, comment se comporter, comment, etc. Donc, est-ce que c'est dans l'éducation des femmes qu'il faut investir? Bon, enfin bref, tout ça, c'est des sujets compliqués en fait, hein, qu'on peut pas traiter légèrement. Il y a quelques campagnes qui sont menées, notamment dans le mouvement mutualiste, pour la prise en charge des jeunes et leur apprendre à peu près à manger correctement. Malheureusement pour nous et pour ces enfants, la vie actuelle elle va plutôt dans le mauvais sens que dans le bon. C'est-à-dire qu'il y a plutôt une déstructuration des habitudes alimentaires. Donc, vous savez qu'à Paris, 25% des gens ne préparent plus de repas et que les mamans de milieu modeste, souvent femmes seules, voilà, quand elles ont des enfants, elles rentrent tard, elles sont fatiguées et le gamin commande une pizza. C'est plus simple que de faire une soupe de légumes et de bon. Donc c'est compliqué. Deux questions corollaires à celle de Nicolas, en attendant que d'autres mains se lèvent. La première, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux jeunes générations pour faire cette réforme et cette refonte? Puis la deuxième, qui est quel temps peut-on trouver? Est-ce qu'il y a un moment pour que, avec le maximum d'honnêteté intellectuelle, tous les acteurs du système de santé se mettent autour de la table pour repenser le système? Alors, je vais commencer par le temps. Olivier a raison de signaler ça. C'est-à-dire que bon, quand donc j'ai été nommé directeur des hôpitaux, je connaissais donc l'inventeur du système des DRG, Bob Fetter, qui était un ami. Et tout de suite, je m'en suis occupé. Il faut 3 ans. Entre le moment où on a recherché une base de données, où on avait suffisamment d'informations sur les séjours pour voir si la classification américaine collait avec la classification française, pour refaire la comptabilité analytique, enfin, etc. Donc, si vous voulez étudier, et encore une fois, je suis allé voir des gens dont je pourrais citer le nom, des grands médecins conseils et autres, et des ministres, en leur disant, étudiez le système de capitation. Donc, moi, j'en parle comme beaucoup d'entre nous, on le connaît, mais les détails, c'est pas évident. En plus, il y a des problèmes juridiques. Si vous supposez que je vous choisisse comme étant mon médecin, si ma gueule ne vous revient pas, est-ce que vous pouvez me refuser, enfin, etc. Il y a des tas de problèmes qu'il faut régler. Bon, comment fait-on dans les zones désertiques, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, tout ça n'est pas étudié, et pour étudier ça, il faut 2 ans. Et donc, on voit qu'on arrive dans les conventions avec, si vous voulez, la politique qui est menée par l'assurance maladie et la direction de la sécurité sociale, elle ne dépasse pas le niveau de la règle de 3. Donc, on a l'Ondam qui augmente de 3%. Donc, comment on récupère les 3% sur les différentes branches jusqu'à l'hôpital de Carpentras? Bon. Tout ça, ce n'est pas raisonnable. Donc, le niveau intellectuel, la pensée collective dans ces domaines, comme dans celui de la gestion de l'innovation, il n'est pas au niveau. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'on fait 240 milliards de dépenses d'assurance maladie à peu près cette année. Si on dépensait 1% en recherche, c'est 2 milliards, 4. Et d'après ce que j'ai calculé, le niveau d'intelligence dans toutes les agences et le reste, ça se chiffre en une centaine de millions, 200 millions. Donc on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Et donc, quand on n'a pas d'argument intellectuel, la seule possibilité, c'est d'essayer de mettre tout le monde en garde à vous et de les faire rentrer dans les cadres. Alors, au Danemark, c'est plus simple, ils sont moins nombreux. Alors, sur la jeune génération, je ne peux pas en parler, mais il y a un moment où ils vont prendre le pouvoir en disant, écoutez, ça suffit, voilà, vous avez conduit dans le mur, on y est d'ailleurs, hein, donc il faut qu'on en sorte. Et moi, j'attends ça avec impatience.
Alors, il y a une question corollaire aussi sur ce qu'a dit Nicolas, c'est que, et je partage complètement son analyse, 70% des déterminants de santé ne sont pas tenus par le système de santé. Et quand on regarde un peu l'évolution, en particulier du concept de One Health, qui doit faire en sorte d'avoir un concept de santé globale, parler de santé sans parler d'urbanisme, sans parler d'architecture, on sait qu'à l'heure actuelle, par exemple, quand on discute avec les architectes qui s'occupent de programmes de logements sociaux, on ne met plus de cuisine dans les logements sociaux. C'est-à-dire qu'on met des kitchenettes avec des points de réchauffage, mais ce ne sont plus des cuisines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la soupe de légumes dont tu parlais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas se faire un pot-au-feu. On peut réchauffer un pot-au-feu, ce qui est éventuellement livré par Uber Eats. Enfin, généralement, c'est Uber Eats, ça livre autre chose que des pot-au-feu. Parce que la nutrition actuellement est dominée par un marché d'ultra transformé avec des gens qui préfèrent manger des burgers et des pizzas et des choses comme ça. Comment on fait pour refaire quelque chose qui intègre non pas la santé comme étant une sorte de pilier vertical au sein de la société, mais plutôt comme étant une dimension transversale qui va faire en sorte de prendre en compte l'intégralité de ces déterminants de santé? Alors, d'abord, on ne vit pas que pour vivre plus longtemps. Donc, on mange, on boit. donc de croire que la santé puisse déterminer toute politique me paraît discutable. Alors, vous savez, j'aime bien, je suis un adepte du mauvais goût, mais donc c'est un monsieur qui va acheter un paquet de cigarettes et qui, en sortant de chez le buraliste, il voit fumer rend impuissant. Alors il revient chez le buraliste et dit, vous pouvez pas me donner des fumetus, s'il vous plaît. Alors on voit bien que les motivations des gens changent quand même pas mal. Et que, alors, sur ce qu'évoque Olivier, les délais sont encore plus longs que, en ce qui concerne l'éventuelle réforme de l'organisation des soins. Parce qu'une éventuelle réforme de l'organisation des soins, à supposer qu'on soit d'accord et qu'on discute de manière ouverte avec les parties prenantes, c'est 2 ou 3 ans. C'était le temps, d'ailleurs, autrefois, qu'on mettait pour préparer une loi. Hein. Mais la structuration des villes, c'est un siècle. Donc, et c'est pour ça que je suis assez sceptique sur la capacité des humains à réduire leur empreinte carbone, notamment quand on connaît l'Amérique du Nord. Les villes américaines, elles ont été conçues avec la voiture. Et avant de modifier la structure urbaine entre les banlieues et les centres-villes, en s'y mettant aujourd'hui, semble-t-il, M. Biden il s'y met un petit peu, mais c'est 30, 40 ou 50 ans. Donc, c'est pas c'est vraiment des délais très très longs. Donc, aussi, il faut être modeste dans le domaine de la santé publique. Et vraiment, la première et difficile, c'est l'éducation pour la santé. Mais quand vous voyez les gens éduquer leur méconnaissance sur l'alimentation, vous pincez quand même. C'est vraiment effrayant. J'ai une amie, Bac plus 10, Sciences Po, ENARC, etc., qui étant sous pilule disait « Ah ben j'ai senti mon ovulation ». C'est intéressant, mais enfin en général quand on est sous pilule, on n'a pas d'ovulation. Bon. Alors, on a une question suivante qui est celle de F. Tuffreau. Vous pouvez mettre votre caméra. Nicolas, merci beaucoup. Et puis, vous présentez. Vous m'entendez? Allô, allô. Bah, écoutez, on va passer la parole à Bernard Huynh, alors. Bernard. Ah, il faut que tu branches ton micro. Donc là, vous m'entendez. Donc bonsoir. Alors moi, je suis président des spécialistes FMF, un syndicat de médecins qui a participé aux négociations conventionnelles. Vous avez vu que la profession est unanime pour refuser un texte en réalité qui a été
de 600 pages qui a été proposé 48 heures avant la demande de signature, avec des discussions avant qui étaient strictement ridicules. C'est-à-dire que, si vous voulez, enfin bon, c'était pas une négociation, c'était un simulacre. Donc moi, je pense comme vous qu'il faut étudier sérieusement la capitation. Et donc, il y a de nombreux problèmes. Il y a le problème des spécialistes dans la capitation, puisque en Angleterre, on comprenait la capitation comme les gatekeepers, et ça, c'est pas bien pour les patients d'une façon générale, je pense. Et puis, d'autre part, il y a une question de temps, effectivement. Il faut plusieurs années pour étudier. Le problème, c'est que le temps politique, il est très court. Ils veulent des décisions et des réalisations extrêmement rapides. Et par contre, la seule force qui est du temps, c'est les entreprises, et donc on voit une ébauche de financiarisation, c'est-à-dire financiarisation. Quand je dis financiarisation, c'est des fonds de pension qui sont propriétaires des instruments de distribution de soins, et ça, c'est très dangereux parce que eux, ils ont un peu plus de temps. Mais par contre, ils ont des objectifs qui ne sont absolument pas l'organisation des soins, qui sont uniquement une plus-value à moyen terme. Et donc, on a une équation qui est difficile là-dedans, qui est une question de temps différent. Et les médecins, par contre, eux, ou les soignants, ils ont un temps qui est beaucoup plus long, puisque c'est un temps de carrière. Là, on a vu que le mouvement de protestation, c'était des jeunes femmes de 35 ans qui ont une énergie incroyable et qui ont amené effectivement tous les syndicats de médecins à se réunir sur une position commune. Même si c'est une position de refus, c'est une position commune de tous les médecins, y compris les organisations de jeunes, y compris les étudiants en médecine, y compris les internes. Et je pense que là, il y a une sorte de socle qu'on devrait saisir pour vraiment modifier, parce que la médecine libérale, actuellement, elle est capable de réfléchir. Et hélas, c'est Agnès Morel qui sera arbitre, qui va écrire le contrat. Voilà, donc ça me semble peut-être une opportunité qui a de nombreuses incertitudes, et en particulier une chronologie. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. D'abord, merci vraiment beaucoup parce que vous avez raison. La question du temps est tout à fait essentielle. Mais il y a des choses que l'on peut exiger. Alors d'abord, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, hein, cet échec. Oui. Très bonne nouvelle. Oui, parce que ça commence par là. Bon. Donc il faut se battre. Parce que de toute façon, il faut se battre et il faut essayer de se mettre d'accord sur d'autres choses. Alors, avec Olivier et son équipe, nous nous intéressons beaucoup à l'innovation. Et moi, j'accompagne des startups nationales et quelques internationales. Ils ne font plus de démarches en France. Plus du tout. Parce que les dialogues avec la HAS et le reste, mais c'est impossible. Donc, une des choses que vous devez exiger, et notamment vous, les spécialistes libéraux, c'est une gestion transparente, permanente et contradictoire des nomenclatures. Alors, moi, j'ai refait avec, parce que quand j'étais donc à la direction des hôpitaux, les nomenclatures jouent un rôle important dans le classement GHM. Mais à l'époque, la NGAP était inadaptée. Donc, j'ai refait tout seul dans mon petit coin. Je me suis dit qu'avec la Sécu, ça ne serait pas possible. Et donc, avec un grand professeur de médecine et 200 médecins, nous avons refait une nomenclature. Bon, et c'est faisable. Il faut une règle, il faut, etc. Mais il faut que vous puissiez débattre, parce qu'on voit bien en biologie, il y a eu des rentes absolument considérables. Puisque quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, dans les années 70, pour avoir un paramètre, il fallait un bec benzène, un tube à essai, chauffer, etc. Bon, bref, on avait un paramètre en 5 minutes. Maintenant, vous avez 50 paramètres en 2 secondes. Donc, or, comme la nomenclature, elle est toujours en retard, elle surtarifie certains actes et bien entendu sous-tarifie de nombreux actes, notamment en chirurgie. Enfin, bref, voilà. Donc, il faut demander
une gestion permanente et contradictoire de la nomenclature en GHM, GHS et des nomenclatures d'actes. Or, vous savez bien que cette nomenclature, elle vous est imposée. Elle vous est imposée, un jour elle change, pourquoi, comment, pourquoi celle-là, pourquoi pas une autre. Des débats qui concernent beaucoup l'industrie pharmaceutique, c'est le débat de savoir si certains médicaments onéreux sont pris ou pas pris en compte en GHM. Bon, un jour, ça arrive dans une liste, en plus, en milieu d'année, au mois de juin, on ne sait pas comment ça se fait, donc ça, c'est la première chose. Bon. La deuxième chose, c'est comment peut-on faire vivre un cabinet libéral de groupe avec des infirmières, des kinés, etc., de manière équilibrée, sans subvention nécessaire de la commune. Parce qu'aujourd'hui, c'est des acrobaties, c'est-à-dire que c'est la commune qui paye les loyers, c'est etc., etc., c'est des aides ici ou là. Il faut des règles économiques claires et simples qui permettent de prendre en charge de manière coordonnée en ville. Voilà. Et dans cette prise en charge de manière coordonnée en ville, effectivement, au moins pour certaines spécialités et sûrement pour les généralistes, la capitation est d'autant meilleure qu'elle va permettre d'augmenter la rémunération des médecins. Alors, vous savez pourquoi? C'est très simple. Hein. Dans les systèmes, et c'est notamment le Danemark qui le montre, dans les systèmes à capitation, les prescriptions d'actes baissent. Donc, un généraliste, il prescrit 4 fois ses honoraires. Dans les systèmes à capitation, ils prescrivent que 2 fois. Donc, on peut augmenter de 30% le revenu annuel des médecins, 30 à 40%, sans problème, en passant à la capitation, tout simplement parce qu'on sait que ça va baisser les actes de bio et les examens d'imagerie, voire quelques prescriptions médicamenteuses. Mais encore une fois, il y a des choses que vous, si moi j'étais syndicaliste médical, comme Dieu le fait, que j'exigerais. C'est-à-dire, j'exigerais quand même que ce qui est au cœur de la technique, c'est-à-dire, c'est des sujets très techniques, mais on comprend tous ici, qui est donc ces nomenclatures, soit géré de manière permanente et contradictoire. Si vous voulez, il y a des absurdités qui persistent et en réalité, il n'y a pas d'interlocuteur actuel. Il y a le haut comité de la nomenclature qui dit « je ne m'occupe pas des tarifs », il y a la Sécu qui dit « je ne m'occupe pas des lettres », et on a un truc comme par exemple, il y a 400 actes dans la nomenclature qui sont cotés 0. Donc, qui sont gratuits. Donc, le Fatome me demandait quoi par exemple, ben, je lui dis l'anuscopie. Donc, c'est 0. Donc, il y a des trucs, et il n'y a pas d'interlocuteur là-dessus. Il n'y a pas d'interlocuteur. Non, mais c'est pour ça qu'il faut se fâcher. C'est pour ça qu'il faut se fâcher. Il y a un moment, il faut dire, il faut se fâcher. Il faut dire, bon, ben voilà, on ne joue plus là. Non, voilà, on siffle la fin de la récré, on ne joue plus. Voilà, on veut plus de ce système sans interlocuteur, sans responsable, etc. Parce que les ministres, en fait, à la suite de l'affaire du sang contaminé, ils ont voulu se protéger en créant des institutions indépendantes. Et ces institutions indépendantes, elles sont irresponsables. Absolument. Alors, en ce qui concerne les institutions indépendantes, il y a quand même des choses qui sont assez amusantes. Hein, parce que quand on nomme quelqu'un qui vient de l'administration centrale à la tête du service d'évaluation, et là je parle de l'innovation, à la haute autorité de santé, il faudra m'expliquer s'il n'y a pas, entre guillemets, déontologiquement, une sorte de conflit d'intérêts. Parce que là, j'ai du mal à comprendre, et c'est vrai que c'est une question sur laquelle il faudra que l'État nous réponde un jour, parce que si on a une autorité véritablement indépendante, normalement, on ne devrait pas avoir de représentants, à mon avis, on ne devrait pas avoir de représentants de l'administration centrale, ça fait partie des choses qui sont importantes. Enfin, ça, c'est au passage pour la défense de l'innovation. Alors, F. Tuffreau, présentez-vous et posez votre question. Bonjour, est-ce que ça marche là cette Oui, fois-ci? oui. Très bien. François Tuffreau, donc je préside une association qui s'appelle Santé à voix haute et on publie une newsletter sur les politiques de santé. Monsieur de Kervas-Doué, vous avez introduit donc la tarification à l'activité, je crois que c'est en 1984, sauf erreur. Aujourd'hui, elle est abondamment critiquée pour de bonnes et mauvaises raisons. Quel bilan vous faites finalement de l'utilisation de cet outil? Et une deuxième question, c'est plus une remarque. La tarification à la capitation, aujourd'hui, elle est expérimentée dans une
vingtaine, je crois, une trentaine de sites en France, notamment par des groupes de cliniques, puisque Ramsay Santé l'expérimente, et les syndicats médicaux, au lieu de crier contre les groupes financiers, feraient mieux d'être porteurs de l'innovation. Je veux dire, ça ne sert à rien de craindre l'arrivée de ces groupes financiers si ces syndicats ne sont pas eux-mêmes porteurs de transformation. Merci. Non, mais je trouve que, et là je vous dirais que je manque à la fois de modestie et de sens critique, mais que la tarification d'activité est une nécessité, parce que il n'y a que deux systèmes possibles. Donc, soit un système de prix, on n'a pas de système de prix parce qu'il n'y a pas de marché, soit un système de tarifs, soit un système budgétaire. Or, quand on a un budget, il faut bien un moyen de calculer le budget. Donc, les gens comme Grimaldi qui disent la tarification à l'activité, c'est l'horreur, je lui dis, mais visiblement, j'ai des problèmes pédagogiques à son égard. Je lui dis, écoute, certes, mais comment tu calcules le budget? Tu fais une course à pied entre les directeurs d'hôpitaux et celui qui court le plus vite a le plus gros budget. Enfin, comment tu fais? Donc, de toute façon, on a besoin d'indicateurs d'activité, sauf si on fait quelque chose de très inégalitaire, qui était le cas avant, c'est-à-dire des bases historiques. C'est-à-dire que les budgets de l'année N+2, il était calculé sur le budget de l'année N plus un coefficient. Donc, on a besoin de mesures d'activité. Alors, est-ce que, comment dirais-je, l'activité doit être la seule mesure? La réponse est non. Et il y a eu, comme vous le savez, dans ce qui n'est pas activité, c'est-à-dire les MIGAC et les mairies, là on parle entre nous, comment dirais-je, des interprétations, des accords avec le ciel qui font que certains hôpitaux ont été favorisés plus que d'autres de manière tout à fait inexplicable. Et vous voyez que quand, avant la tarification à la T2A, on utilisait le classement GHM pour faire des points ISA. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais donc un indice statistique d'activité. Donc, on donnait 1000 points à l'accouchement par voie basse et on avait une HL relative entre la transplantation de foie qui faisait 12 000 et puis la bobologie qui faisait 200. Donc, on pondérait, on calculait la valeur du point. Mais ce système, à l'époque, ça n'a pas marché, tout simplement parce que les politiques font de la politique. Et donc, un ministre qui, à l'époque, avait une circonscription dans le Nord, visiblement, la distribution des points ISA dans le Nord était plus généreuse que celle des points ISA dans le centre. Bon, voilà. Et donc, ces systèmes sont très inégalitaires. Donc, la tarification à l'activité, elle a au moins le bienfait de faire en sorte que les gens sont payés de la même façon pour la même chose. Alors, est-ce que c'est la même chose? Ça nous renvoie au problème de discussion sur la classification. Sachant que quand même la grande inégalité, c'est d'avoir deux systèmes, c'est-à-dire pas d'échelle commune entre la tarification des cliniques et la tarification des hôpitaux, ce qui par ailleurs est un scandale, mais à l'époque j'avais hurlé, mais enfin bref, sans effet. François, vous avez encore une question? Non. Non, c'était, je voyais votre main qui était allumée, c'est pour ça. Moi, j'aurais bien aimé avoir, je vois que Béatrice Noëllec est là, j'aurais bien aimé avoir justement son avis sur ces questions de différence de statut, de considération entre les fédérations, les ESPIC, la FEAP, la FHP, Unicancer, et puis ce système qui, dans l'inconscient collectif, ne pense l'hôpital que comme étant l'hôpital public. 30% des hôpitaux ne sont pas publics et à l'heure actuelle participent de manière, je dirais, honnête à l'excellence du système de santé. Et heureusement qu'on les a. Alors Béatrice. Oui, bien sûr, Olivier, je partage ton avis. C'est vrai qu'on a le problème majeur, c'est effectivement la conception aujourd'hui très restrictive et très excluante du service public hospitalier tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est issu de la loi Touraine en réalité. C'est vrai qu'on a aujourd'hui quelque chose de totalement contre-intuitif qui est finalement une approche qui est fondée beaucoup plus sur les statuts que sur les missions.
Et effectivement, le SPH, dans son acception actuelle, finalement, ne prédispose pas du tout les acteurs à travailler ensemble, à travailler de manière conjointe sur les territoires. Alors, on force le destin, on le fait tout le temps. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire, effectivement, où le privé, qu'il soit privé ou privé associatif, a été effectivement très, très contributeur. Hein, et c'est évident parce que c'est une conviction aussi qu'on porte. C'est-à-dire que on porte la conviction à la FHP, puis en général depuis toujours, que de toute façon, on ne s'en sortira que si on est porteur de mission de service public, que finalement que ça doit être au cœur même de nos pratiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une conception du service public hospitalier qui ne prédispose pas du tout, à ça. Donc ça c'est une première remarque. Puis la deuxième remarque, merci beaucoup, hein, ce que vous avez dit est extrêmement intéressant. Moi, j'ai une remarque sur la prévention. C'est vrai que vous avez dit, et c'est vrai, effectivement, la prévention, oui, elle peut être liberticide, et dans le même temps, on l'a organisé aussi, peut-être dans nos pays, et là aussi, il faut aller voir, faire un peu de benchmark européen et instructif, de manière extrêmement coercitive et descendante, avec des injonctions, voilà. On n'est pas du tout sur de la prévention, je dirais, fine, où on s'adapte aux déterminants sociaux, psychosociaux, environnementaux, où on est sur du nudge, sur de l'incitation, parce que comme vous avez dit, notre seul objectif dans la vie n'est pas de vivre plus longtemps, et qu'il y a toute une dimension hédoniste qui est essentielle à prendre en compte dans la santé, et que finalement, c'est pas Olivier qui me démentira, petite parenthèse, et effectivement, si on a cette conception extrêmement, je dirais, coercitive, punitive de la prévention, on ne risque pas d'embarquer effectivement clairement. Or, c'est quand même quelque chose qui reste très dominant. Et puis, la troisième peut-être remarque, c'est sur l'approche genrée, parce que vous avez dit effectivement peut-être que ça passera par les femmes, oui sans doute, peut-être que ça passera par les femmes aussi à l'hôpital, parce que finalement, on parle beaucoup, on dit aujourd'hui les infirmières, etc. Sauf qu'on est en pénurie. Un des grands sujets qui nous rassemble avec toutes les fédérations, parce qu'on travaille très bien en interfédération publique et privée, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. L'intelligence collective a un tout petit peu quand même gagné, pris du terrain. C'est finalement aussi et vous le savez, et là j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus, c'est la pénurie épouvantable effectivement de professionnels de santé, notamment paramédicaux. Il y a quand même un sujet malgré tout. J'entends bien ce que vous avez dit, mais là aujourd'hui on a un vrai sujet en composant avec l'existant, et que sans doute si on avait des approches moins genrées, si on disait aussi aux jeunes garçons aujourd'hui qui peuvent être infirmiers et aides-soignants, on résoudrait aussi, puisqu'aujourd'hui on se prive finalement un peu bêtement d'une partie de 50% de l'humanité pour nos recrutements de gens du soin au sens large, hein, ça peut être valable aussi pour les auxiliaires de puériculture par exemple, on se prive aussi de cela. Voilà, il y aurait sans doute des approches genrées aussi de la santé en général à faire valoir. Donc je veux bien vos réactions sur tout ça. Alors, non, je répondrai qu'à la dernière question. Avant ça, simplement une remarque technique, c'est que dans les débats sur la tarification, la référence à la moyenne est une bêtise. Donc vous savez que les tarifs sont calculés par une référence à la moyenne d'un échantillon d'hôpitaux. C'est complètement idiot. Donc en 91 déjà, on étudiait pour la CNAM ce que serait la tarification à l'activité si pour les prothèses de hanche, l'accouchement, etc.
Donc, la durée de séjour à l'époque dans les cliniques pour la prothèse de hanche a varié de 12 jours à 27 jours. En moyenne par clinique. Hein. Des cliniques qui faisaient plus de 50 prothèses de hanche. À cette époque-là, j'ai demandé à des copains orthopédistes, c'est quoi la durée de séjour correcte pour une prothèse de hanche? Ils me disaient 7 jours. Bien. Donc, la référence, la moyenne entre 12 et 27, c'est autour de 18, par là. Et il est clair qu'il faut bâtir les tarifs, non pas sur une moyenne, mais sur une conduite thérapeutique. Et reconstruire les tarifs à partir des coûts de cette conduite de référence. Bien, je ferme les parenthèses, c'est très technique, mais ça serait quand même, mais on est incapable de faire ça. On est capable de faire des moyennes, mais on n'est pas capable de faire des conduites de référence. Alors, vous avez dit des choses tout à fait importantes sur effectivement ce qui se passe, pour lesquelles je n'ai pas de réponse, mais simplement quelques remarques. La première remarque, c'est que c'est comme ça dans tous les pays occidentaux. Très étonnant. Ça se passe en même temps aux États-Unis, en Angleterre, et la presse américaine et anglaise est très, que je lis et en parle quasiment tous les jours. En France, il est assez évident que c'est les émigrés récents qui nous accompagnent pour les métiers du soin. Alors, c'est très, très vrai des aides-soignants ou aides-soignantes, mais c'est aussi vrai des infirmières. Donc, hospitalisés, on sourit pour les pontages. Le jour où je sortais, il y avait une charmante et jeune infirmière tout à fait black. Et je lui dis, mais vous êtes sorti de l'école d'infirmière quand? Elle m'a dit il y a quelques mois. Et je lui ai dit, j'ai utilisé une périphrase, mais dans votre promotion, combien il y avait des gens de l'Afrique subsaharienne, dans une école d'infirmière à Paris? Elle m'a dit plus de 60%. Donc, on a un problème de genre, mais aussi on a un problème de valorisation de ces métiers au sein de la population française. Alors, comment on fait ça? Voilà. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut aussi penser aux garçons. Ça, je pense. Autrefois, on avait infirmiers pour la psychiatrie et infirmières pour le reste. Aujourd'hui, on a normalisé la psychiatrie, sujet dont on n'a pas parlé et dont je n'ai pas parlé dans ce livre, mais dont je parle souvent, parce que la situation en santé mentale et en psychiatrie, elle est encore pire que dans le reste du système de santé. Mais voilà, donc je pense que les fédérations, les syndicats professionnels devraient se retrouver, se coordonner et se mettre à faire une plateforme commune sur la manière de discuter de ces sujets avec les pouvoirs publics. Pour les industriels, il y a longtemps, il y a 30 ans ou 40 ans même, on proposait d'avoir un guichet unique, ce qui n'est pas le cas parce qu'entre le ministère de l'Industrie, le ministère de la Santé, le ministère, enfin bref. Mais là, les sujets qui ont été évoqués par notre interlocuteur précédent et que je partage, de ne pas savoir avec qui on parle de la nomenclature, c'est un vrai sujet quand même. Hein, parce que vous, les cliniques privées, vous récupérez la classification de la TIH, non pas du tout au moment où vous devriez le recevoir. Alors, moi, j'avais proposé une procédure qui est la suivante. En 88, donc vous voyez, après que je sois parti, c'était Gérard Vincent qui était directeur, qui m'avait succédé. J'écoute Gérard, il faut que tu appliques la procédure suivante. Au mois de mars de l'année N-1, c'est-à-dire en ce moment, la TIH propose la nomenclature pour l'année 2024. Les parties prenantes ont 3 mois pour répondre, donc les syndicats, les fédérations professionnelles, les industriels éventuellement. Et puis au mois de septembre, l'État présente sa liste en expliquant pourquoi ils ont choisi ça. Et puis ça recommence. Et c'est pareil pour les nomenclatures d'actes. Alors c'est pas du tout le cas. La TIH vous balance des trucs, c'est pas supportable. Je ne comprends pas comment vous le supportez. C'est pas supportable. Parce que si l'État veut donner une incitation économique à des acteurs,
veut expliquer qu'il favorise la cataracte en externe plutôt que, etc. Non. Vieil exemple, qui n'est plus d'actualité. Mais enfin bref, voilà. Or, et par ailleurs, vous voyez que moi, je me balade dans deux mondes, donc, le monde de l'agriculture et le monde de la santé. Et je disais à un ARS, voilà, vous devriez faire comme le champagne. Alors, le champagne, ça existe. C'est-à-dire, c'est donc tous les producteurs de champagne, une fois par an, font non pas une convention, mais une analyse du bilan de la campagne. Elle est agronomique, c'est-à-dire la vigne a été attaquée par la mouche Suzuki. En fait, on a essayé, c'était pas Suzuki, c'était Yamaha. Enfin bref, bon. Et puis, il y a une analyse économique, c'est-à-dire le marché du champagne, il se développe à tel endroit, dans tel monde, etc. Et puis après, il y a un conférencier, ce jour-là, c'était moi. Mais est-ce que vous avez vu un ARS dire, écoutez mes chéris, voilà, en 2022, voilà les problèmes de santé de notre région. Alors, je passe sur le fait que les grandes régions actuelles sont inadaptées pour ça. Mais voilà l'émission à 5 ans. Dans certains domaines, c'est possible. Alors, prenons un exemple. La manière de prendre en charge la dialyse, enfin l'insuffisance rénale chronique terminale, elle varie énormément d'une région à l'autre. Elle varie. Donc, qu'est-ce que font les plans des différentes régions? Ils sont incitatifs, mais personne ne dit, écoutez, notre objectif, c'est d'avoir tant de personnes en dialyse en centre, tant de personnes en dialyse dans le péritonéal, tant de transplantations. Parce que le taux de transplantation sur les départements, les régions, il varie de 1 à 3. Jamais, vous n'avez jamais entendu. Donc, d'avoir des contrats précis, des missions précises, enfin, ça s'appelle la gestion. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Quand moi j'étais PQ, il y a depuis longtemps dans l'hiver, et notamment en Bretagne, à l'époque des ARH, et on voyait que c'était incitatif, c'est Yaka Faucon, mais il n'y avait jamais de mesure et de. Or, pour vous parler d'une région française où j'ai étudié la prise en charge des insuffisants cardiaques, dans moins de 3% des cas, les insuffisants cardiaques suivis reçoivent les soins minimums prévus par la Haute Autorité de Santé. Donc, dans 97% des cas, ils ne le reçoivent pas. J'ai vu qu'on avait Jean-Paul Segade qui était là. Est-ce que Jean-Paul, tu veux poser une question? Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Question de méthode, parce que je vois que, à la fois dans ta présentation comme dans les invités, on est à peu près d'accord qu'il faudrait des réformes et on est d'accord sur le principe des réformes. Mais en termes de méthode, on voit qu'on bute. En quoi une décentralisation, voire une régionalisation avec le pouvoir des élus locaux pourrait apporter des éléments de réponse, comme au Danemark par exemple? Non, mais alors, comment dirais-je? Nous avons une forte variation des indicateurs de santé et des dépenses de santé par région. Donc, les variations de dépenses de santé, ça varie de l'indice 100 à l'indice 140 et c'est beaucoup plus fort quand on prend les départements. Les variations d'espérance de vie entre la Corse, qui est l'endroit où on vit le plus vieux en France, et le Nord-Pas-de-Calais sont quand même aussi élevées, puisque c'est plus de 3 ans en moyenne par région. Donc, il est clair que les problèmes ne sont pas les mêmes selon les régions, d'où la nécessité d'avoir une déclinaison régionale, mais avec une liberté. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le nouveau financement justement de la santé mentale, puisque théoriquement, ça devrait changer. Le décret vient de sortir en début d'année, mais ça devrait changer en 2025. Et vous voyez que, en fait, tout est câblé, il y a très très peu d'espace. Quand vous voyez la manière dont on écrivait les lois en 1902 et aujourd'hui, quand on a créé l'aide médicale gratuite, la loi c'est une page. Et il dit chaque département doit créer un système de médical gratuite. Et vous voyez que les départements inventent l'un la capitation, l'autre le salariat et le troisième le paiement à l'acte. Donc on est précis sur l'objectif,
est volontairement imprécis sur… Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est précis sur la procédure et imprécis, etc. Alors, est-ce que les départements ou les régions peuvent être des acteurs? Vous savez ça, ou tu sais ça mieux que personne, c'est que les maires sont des bons maires quand ils doivent être réélus et donc ils font attention à l'argent public. Les maires sont des mauvais présidents des conseils d'administration parce qu'ils ne sont pas responsables des conséquences de leurs décisions. Donc, ceci n'est envisageable, et ça serait une autre réforme, que s'il y avait une participation fiscale au moins minimum des acteurs politiques locaux. Il n'y est pas. Ou alors, je reprends ta formule, ce qu'on avait vu dans certains pays, et en tant qu'ancien directeur général de la paix de Marseille, je fais un petit clin d'œil aux élus marseillais, si on avait intéressé les élus locaux à la résorption du déficit de la paix de Marseille, peut-être qu'ils auraient été moins, entre guillemets, généreux ou à l'écoute de certains syndicats. Oui, tout à fait. Mais comme disait Gaston Defferre, voilà, les cliniques c'est pour la santé, l'hôpital c'est pour l'emploi. C'est exactement ce que j'ai vécu. Mais pour revenir à est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire tout simplement que les collectivités territoriales doivent résorber une partie du déficit de leurs hôpitaux? Oui, non, mais c'est envisageable. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est envisageable. Alors là, vous envisagez quand même quelque chose sur le plan des élus locaux. Moi, je suis élu local, mais en rural. Vous envisagez une situation qui est extrêmement métropolitaine, hein, messieurs, parce que sur le plan de la ruralité en particulier, la problématique du désert, c'est pas que ce soit un désert médical, c'est un désert. Or, quand on a une mairie, ça va. Si on a éventuellement une demi-journée de poste, c'est parfait. Alors, on n'imagine même pas ce que c'est qu'un médecin généraliste ou des choses comme ça. Donc, l'élu, il n'est pas là en tant que force d'attraction, on va dire, d'un hôpital ou de quelque chose. Il est simplement là pour représenter la communauté et pour faire valoir ses besoins. Dans ce sens-là, est-ce que ça te semble un échelon qui est un échelon de qualité pour interpeller? Oui, mais comme tu dis, c'est-à-dire que malheureusement, par exemple, le terme de désert médical, on sait tous, c'est qu'il y a deux sens. Il y a le sens bourguignon, dans la diagonale du vide, et puis il y a le sens Seine-Saint-Denis. Donc, tu vois, c'est pas… Et les solutions ne sont pas les mêmes. Et donc, la solution pour les zones rurales désertiques, c'est vraiment des maisons médicalisées avec une vingtaine de professionnels, d'ailleurs éventuellement y compris les pharmaciens, mais des dentistes, des kinés, des infirmières, 4 ou 5 médecins. C'est ça la solution, ça c'est clair. Et c'est pas l'hôpital, ça c'est clair aussi, parce que on peut faire des centaines de kilomètres quand les durées de moyenne de séjour sont de 4 ou 5 jours. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la compétence. Le sujet, c'est la compétence. Jean, on arrive à la fin de ce Café Nil, puisqu'on respecte toujours les horaires chez nous. Bien, merci à toutes et à tous d'être restés aussi longtemps. Merci à Olivier et à Germain qui étaient à la technique, comme on dit. Et voilà, offrez mon livre aux élus, offrez mon livre aux fonctionnaires, voilà, qu'ils aient un peu de mauvaise graine, mais qui réfléchissent un peu à ce sujet, qui est en fait un sujet orphelin. Un sujet orphelin noyé par la bien-pensance et la démagogie. C'est pas comme ça qu'on en sortira. Ah ben voilà un très beau mot de la fin. Merci encore et à très vite.